Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette conférence où nous allons faire un petit peu le point sur la situation actuelle en Birmanie et au Bangladesh concernant ce qu'on en qualifie aujourd'hui de crise des Rohingyas. Donc, avant de faire une brève introduction et de céder la parole aux intervenants, je vais peut-être vous présenter ces derniers. Donc, à ma gauche, vous avez Frédéric de Bomy, qui est spécialiste de la Birmanie, où il a vécu plusieurs années, et qui a joué pendant longtemps en France un rôle central dans le soutien au mouvement démocratique birman. Et Frédéric de Bomy est également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Birmanie, dont le dernier est sorti d'ailleurs il y a quelques semaines aux éditions de l'Atelier, et qui s'intitule Aung San Suu Kyi, l'armée et les Rohingyas. Ensuite, vous avez à ma droite William Lebedel, qui est donc président de Friendship France, qui est donc le bureau français d'une ONG bangladaise qui s'appelle Friendship et qui a été créée en 2002, donc pour apporter initialement une aide médicale aux populations les plus défavorisées du Bangladesh et qui a depuis étendu ses activités à d'autres secteurs du développement, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'amélioration de la gouvernance ou de la gestion des catastrophes naturelles au Bangladesh. Et donc, depuis le déclenchement de la crise des Rohingyas, Friendship est présente dans les camps situés dans la région de Cox's Bazar au Bangladesh, via l'installation notamment de cliniques et de maternités. Mais William Lebedel aura l'occasion de développer un petit peu davantage les activités de Friendship. Et ensuite, nous avons Benoît Méribel, qui est donc directeur général de la Fondation Mérieux. Cette fondation, donc, pour rappel, a pour mission principale de lutter contre les maladies infectieuses dans les pays en développement, en aidant notamment au développement des capacités locales de ces pays. Et donc la Fondation Mérieux est elle aussi présente dans les camps au Bangladesh actuellement, en partenariat notamment avec des acteurs locaux comme Friendship. Et par ailleurs, Benoît Méribel est président du Centre français des fonds et des fondations. Et il a, au cours de sa carrière, travaillé à des postes de direction et de présidence au sein de plusieurs grandes ONG internationales. Et je préciserai également qu'il a notamment ouvert en 1994 le bureau d'action contre la faim en Birmanie. Donc, peut-être pour commencer, 25 août 2017, 22 mai 2018, quasiment jour pour jour, cela fait 9 mois aujourd'hui que cette crise a donc commencé, crise qui résulte de l'exode massif d'environ 700 000 Rohingyas qui ont fui donc l'État birman d'Arakan vers le Bangladesh, ce qui a conduit à une crise humanitaire de grande ampleur dont on peine malheureusement à voir l'issue prochaine, tant les blocages politiques semblent être nombreux actuellement. Et donc ces nouveaux arrivants au Bangladesh, il faut préciser donc qu'ils s'ajoutent à la présence antérieure d'environ 200 000 Rohingyas au Bangladesh, ce qui porte actuellement à environ 900 000 le nombre de Rohingyas présents au Bangladesh, ce qui est, vous pouvez l'imaginer, bien plus aujourd'hui que la présence de Rohingyas en Birmanie même. Et donc cet exode actuel, en tout cas qui a lieu depuis août 2017, fait suite à de nombreuses exactions, qu'il s'agisse de destruction de villages, d'exécutions sommaires, de tortures, de viols, commises par l'armée birmane en réaction, donc selon le discours officiel de l'armée et des autorités, aux attaques commises par un groupe rebelle armé Rohingya, que l'on appelle l'armée du salut des Rohingyas, contre une vingtaine de postes frontières en Arakan, donc le 25 août 2017. Cet exode, je préciserai que ce n'est pas un fait isolé non plus, puisque vous devez savoir qu'il fait au contraire suite à une longue série de violences, de persécutions et de discriminations qui sont commises à l'encontre donc de cette minorité musulmane en Birmanie depuis la fin des années 1970, minorité qui est également devenue apatride depuis 1982 par une loi redéfinissant les critères de la citoyenneté birmane. Et donc, ces violences qui ont lieu maintenant depuis plusieurs décennies ont conduit à 2 autres exodes massifs avant celui auquel nous assistons actuellement. Donc, exode en 1978 d'une part et en 91-92 d'autre part. Il y a eu d'autres exodes, mais là, je ne cite que les plus massifs, puisque ces 2 exodes avaient déjà préalablement déplacé plus de 200 000 Rohingyas à chaque fois vers le Bangladesh. Et ces exodes ont donné lieu à l'époque à des rapatriements, puisque le Bangladesh ne souhaite pas, pour des raisons qui sont
relativement compréhensible, accueillir durablement cette population sur son territoire. Et bref rappel, pour le Bangladesh, c'est vrai que le Bangladesh, comme vous le savez, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. C'est un pays surpeuplé. Aujourd'hui, le Bangladesh compte environ 170 millions d'habitants sur un territoire qui fait le quart de la superficie de la France. Donc vous imaginez la densité de population. Et c'est également un pays qui est extrêmement vulnérable aux aléas climatiques. Et c'est aussi, bien sûr, un pays qui est lui-même en proie à de nombreux problèmes politiques qui sont en grande partie le fruit de son indépendance en 1971. Et malheureusement, aujourd'hui, le Bangladesh détient un nouveau triste record, si je peux dire, qui est celui d'accueillir, avec cette crise, le plus grand camp de réfugiés au monde sur son territoire, puisque donc, il me semble que le Bangladesh a actuellement 9 camps de Rohingyas concentrés au sud du pays, et l'un d'entre eux, que l'on appelle le camp de Kutupalong Balukhali, je crois, accueille à lui seul 623 000 personnes actuellement. Donc cette crise humanitaire au Bangladesh est en train de se transformer depuis maintenant plusieurs mois en crise environnementale, en crise sociale, sanitaire et politique. Et c'est également une crise qui est porteuse, si elle doit perdurer, de nombreux problèmes également sécuritaires qui ne sont pas à écarter pour le Bangladesh. Pour autant, je préciserai quand même le rôle extraordinaire qui est aussi joué depuis des mois tant par le gouvernement bangladais que par les ONG bangladaises et leurs nombreux partenaires internationaux qui, depuis des mois, font, ou en tout cas ont mis en place quand même énormément de moyens pour accueillir cette population dans l'urgence et limiter les risques multiples dans les camps. Et donc, comme vous le savez, il y a un accord qui a été signé fin 2017 entre la Birmanie et le Bangladesh pour organiser le rapatriement de ces Rohingyas. Ce rapatriement devait commencer en janvier 2018. Pour l'heure, il n'a toujours pas commencé. Et il n'est, selon moi, pas viable pour l'heure, puisque ce rapatriement doit être conditionné à des garanties apportées par les autorités birmanes concernant un retour sûr et surtout dans la dignité aussi pour ces Rohingyas, garanties qui ne sont pour l'heure toujours pas apportées par les autorités birmanes. Et donc pour l'instant, ce qui se dessine, en tout cas le scénario le plus probable, c'est probablement une pérennisation de ces camps de Rohingyas au Bangladesh, pérennisation qui, bien évidemment, est porteuse de nombreux problèmes pour le pays, pour les Rohingyas, pour les communautés d'accueil qui vivent aux abords du camp et pour les acteurs de l'aide qui sont présents dans les camps et doivent gérer cette situation. Donc avant de céder la parole, je soulèverai juste rapidement trois de ces enjeux qui seront repris et développés par les intervenants. Il me semble que le problème le plus important qui se pose actuellement dans les camps, c'est, comme vous en avez sans doute entendu parler, la mousson qui arrive au Bangladesh. Les premières pluies, il me semble, sont déjà arrivées et ont déjà causé des premiers dégâts dans les camps. Et il faut savoir que le Bangladesh, c'est, comme je vous le disais, l'un des pays les plus vulnérables au monde au changement climatique. Il est familier des inondations et ces inondations déplacent, en tout cas recouvrent en moyenne chaque année 25 à 40% du territoire et jusqu'à 70% dans les pires années. Donc les camps ne sont bien évidemment pas épargnés par les inondations et les glissements de terrain qui vont aller de pair avec ces pluies de mousson. D'importants efforts ont été déployés dans les camps. William Lebedel et Benoît Miribel auront peut-être l'occasion de mentionner certains de ces efforts. Mais la vulnérabilité des camps reste très préoccupante pour l'heure. Puisque donc, un rapport de l'ONU qui était sorti en janvier 2018 avait estimé que environ 108 000 personnes encouraient dans les camps un risque mortel en raison de ces aléas climatiques. Le deuxième enjeu, 9 mois quasiment jour pour jour. 9 mois, c'est aussi, comme vous le savez, le temps d'une grossesse. Or, le viol a été quand même massivement utilisé par l'armée birmane à l'encontre de plusieurs centaines, voire milliers de femmes Rohingyas. Il est extrêmement difficile d'avoir un chiffre précis de ces viols et des grossesses qui résultent de ces viols. Ce que l'on sait, c'est que énormément d'accouchements sont en cours ou attendus dans les camps actuellement, ce qui pose bien évidemment aussi d'énormes questions pour la santé de ces femmes et des enfants qui vont venir au monde dans les camps.
Enfants, il n'est pas besoin de le préciser, il me semble. Enfin, ces femmes subissent évidemment d'importants traumatismes psychologiques. L'arrivée de ces enfants non désirés va poser aussi des questions. Et ces femmes subissent actuellement aussi un sentiment d'humiliation assez important, puisque la communauté Rohingya est quand même relativement conservatrice, et que ce que l'on observe aujourd'hui dans les camps, c'est que beaucoup de ces femmes cachent leur grossesse, ou en tout cas ne souhaitent pas accoucher dans les cliniques ou autres, pour justement dissimuler leur honte liée au viol qu'elles ont subi. Le dernier enjeu, c'est que, comme je vous le disais, la pérennisation de ces camps, elle pose aussi des enjeux politiques et sécuritaires pour le Bangladesh. Parmi ceux-ci, il me semble qu'on a bien vu dans un premier temps la bienveillance et la générosité des communautés d'accueil vis-à-vis de ces Rohingyas qu'elles ont accueillis dans un premier temps. Mais la crise perdurant, on observe aujourd'hui quand même une montée des tensions entre les réfugiés et les communautés d'accueil. Tensions qui résultent notamment de l'augmentation, par exemple, des prix des denrées alimentaires à l'échelle locale, de la concurrence pour l'emploi, de la dégradation de l'environnement dont dépendent les communautés locales pour leurs moyens de subsistance, et d'autres soucis de cet ordre. Un autre enjeu, c'est le développement des trafics de drogue et d'êtres humains dans les camps, qui préoccupe aussi nombre d'acteurs. Et enfin, il n'est pas à exclure aussi, à terme, un risque de radicalisation, puisque l'on sait que dans les camps, il peut y avoir actuellement, alors elle n'est pas avérée et on manque d'éléments à ce niveau-là, mais il y a la présence de fondamentalistes qui peuvent aussi récupérer la misère et la vulnérabilité de ces gens pour d'autres fins. Et tous ces enjeux sont bien évidemment à replacer dans le contexte bangladais, qui est en période préélectorale. Des élections législatives sont attendues à la fin de l'année. Le contexte électoral est déjà tendu, et il n'est donc pas à exclure que cette crise joue bien évidemment un rôle dans les élections à venir. Donc pour éclairer ces différents enjeux, je vais maintenant céder la place aux intervenants. Je vais commencer par Frédéric Debomy, qui, donc, je vous le disais, est spécialiste de la Birmanie. Et je pense que c'est intéressant, dans un premier temps, qu'on revienne peut-être un petit peu, ou en tout cas que Frédéric nous éclaire sur la situation actuelle en la replaçant dans le contexte historique de la Birmanie, sur les origines de cette crise et les difficultés aussi à en sortir. Ce qui m'amène aussi à, donc, d'une part, vous poser la question, Frédéric, de est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu quelques éléments de contexte pour mieux comprendre cette crise? Et aussi, puisqu'on en parle souvent, ce nouvel exode, il a entraîné le discrédit, au moins partiel, d'une figure que tout le monde connaît en Birmanie, qui est bien évidemment Aung San Suu Kyi, qui est de facto la chef de gouvernement, même si elle n'a pas le titre officiellement. Donc, comment vous pouvez expliquer aussi, en tout cas nous expliquer, la position ambiguë de celle qu'on appelle la Dame de Rangoon à l'égard de cette crise? Alors, la tâche est rude dans un temps limité, mais je vais essayer de... Là, c'est mieux, ouais. Donc, contrairement à l'habitude, j'ai essayé de poser quelques notes parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets dans le sujet. Pour commencer, je partirai de la question des viols, en fait, puisque vous la mentionniez. L'usage en fait du viol par l'armée birmane est une réalité en fait bien connue et bien documentée, au moins depuis 2002, par un premier rapport d'une organisation de femmes birmanes, de femmes Shan en l'occurrence, les Shan étant l'une des minorités de Birmanie, qui s'appelait License to Rape, permis de violer. Et en fait, c'est une pratique tout à fait généralisée en fait de l'armée birmane. Et dans les derniers événements, passé le moment qui était très couvert en fait des destructions de villages, de la fuite massive des populations, il y a eu un second temps où en fait on a continué à faire fuir les Rohingyas qui étaient encore là, en les affamant, mais aussi il y a des phénomènes d'enlèvement en fait de femmes et qui disparaissent généralement dans des casernes d'où elles ne ressortent pas après avoir subi des viols collectifs. Donc tout ça pour dire qu'en fait la violence que subissent les Rohingyas aujourd'hui est une violence qui s'applique en Birmanie à l'ensemble des minorités du pays. Là on a effectivement un épisode qui est particulièrement brutal, mais le nœud du problème birman, c'est la relation en fait d'un pouvoir central dominateur, pour aller vite, avec les minorités du pays. Et alors, comment dire, il y a, pour simplifier, on estime qu'il y a 2/3 en fait de Birmans, donc de nationaux birmans, d'ethnie birmane, et 1/3 de minorités, puisqu'on n'a pas de recensement qui soit fiable. Mais en gros, c'est ça.
Et donc, on a un pays où c'est vraiment le nœud du problème birman. Et c'est un pays qui est obsédé par les questions d'identité. Donc la majorité birmane, là encore je simplifie, hein, mais pour aller vite, a voulu birmaniser le reste de la population, d'où des phénomènes de guérilla, etc. Et donc dans les phénomènes d'identité qui sont très forts en Birmanie, il y a une obsession sur l'ethnicité et sur l'appartenance religieuse. Vous avez en gros 90% de bouddhistes. Ensuite, vous avez des musulmans, des chrétiens, des hindous et quelques animistes. Les chrétiens s'en sortent mieux que les musulmans parce que il y a des chrétiens en fait parmi différentes minorités. Donc vous en avez parmi les Chines, parmi les Karenni ou Kaya, parmi les Karen, alors que les musulmans en fait cumulent une différenciation ethnique, physique et religieuse. Donc déjà, il y a un palier, un premier palier. Alors quand vous êtes chrétien, c'est pas non plus facile partout, hein. Essayer d'obtenir l'autorisation de faire bâtir une église dans certains territoires, c'est extrêmement dur, même si à côté se bâtit une pagode dans un coin où il y a quand même très peu de bouddhistes. Donc, mais les musulmans subissent une oppression plus forte, et les Rohingyas, c'est carrément ceux qui sont exclus de l'ensemble national. On considère qu'ils ne sont même pas birmans, à aucun titre. Et alors, pour l'expliquer, il y a plusieurs raisons. Si on remonte à la lutte pour l'indépendance, on observe que d'abord, beaucoup de moines en fait, ont joué un rôle dans cette lutte pour l'indépendance. Et au-delà de ça, la question du bouddhisme, de revendication d'une identité bouddhiste était très forte. Et c'est quelque chose qui est resté. Être birman, c'est être d'ethnie birmane et c'est être bouddhiste. Donc ça, c'est quelque chose qui perdure et qui vient notamment de ce moment-là. Aujourd'hui, il y a un mouvement extrémiste, de moines extrémistes, notamment en Birmanie, qui s'appelle Mabata. Et Mabata, en fait, fait référence à un slogan qui était le slogan des indépendantistes et qui était vraiment imprégné de discours bouddhistes. Donc il y a cette filiation. Dans le cas particulier des Rohingyas, il y a autre chose. Il y a le fait qu'il y a en fait au XIXe siècle, il y a 3 guerres anglo-birmanes et les Britanniques finissent par s'installer. Et une fois qu'ils sont installés, ils favorisent la venue de centaines de milliers de personnes indiennes de la région qui viennent ou reviennent dans la région de l'Arakan où sont les Rohingyas et qui sont des hindous et des musulmans. Et à qui on donne la tâche, enfin les Britanniques donnent la tâche, confient d'abord les postes administratifs et économiques et aussi les terres. Ils ont pour mission d'utiliser les terres au mieux et de développer la culture du riz. Et donc il y a ce phénomène de spoliation, ça reste dans les esprits l'idée que ces gens sont associés à l'étranger et sont associés à l'impérialisme, puisqu'ils ont été les supplétifs des Britanniques. Il y a cette dimension-là qui peut rester. Se rajoute une autre dimension à l'époque, qui est que parmi ceux qui n'étaient pas hindous mais musulmans, quand ils épousaient une femme bouddhiste, elle se convertissait généralement et ensuite elle élevait ses enfants comme des enfants musulmans. Et ça alimente le fantasme très présent aujourd'hui d'une peur de submersion de la réalité bouddhiste dominante actuelle par l'islam. C'est vraiment une peur paranoïaque qu'on trouve très facilement dans le pays. Voilà donc quelques épisodes historiques qui peuvent expliquer le rejet particulier des Rohingyas. Qu'ajouter d'autre comme je vous le disais, j'ai des notes parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs à dire. Mais du coup, je m'y perds. Excusez-moi. Il y a eu aussi après, bien après l'indépendance, il y a eu le moment en fait où le Pakistan oriental est devenu le Bangladesh, et donc il y a eu à ce moment-là, en 1971, des phénomènes pas si importants, mais de nouvelles migrations à partir du Bangladesh vers l'Arakan. Mais même si c'était pas si important, ça a contribué là aussi à alimenter des fantasmes qui perdurent. Donc il y a tout un tas de raisons qui expliquent ça. Et puis, si on se réfère à l'histoire, il y a aussi le cas particulier au-delà des Birmans, de l'ethnie birmane et puis de la population birmane en général. Il y a les Rakhine. Les Rakhine, c'est en gros les bouddhistes qui vivent dans l'état d'Arakan où sont aussi les Rohingyas. Et ces Rakhine, en gros, il y a un Rohingya pour 3 Rakhine, enfin plus maintenant, mais c'était le cas il y a encore peu de temps. Ces Rakhine, eux, ont une histoire de résistance ou de tentatives de résistance à différentes conquêtes par les rois birmans de la Birmanie précoloniale, par les Britanniques, et ensuite
d'une autre façon face à l'armée birmane de la dictature militaire. Et donc, ils sont très, très... c'est pas la seule raison de leur rejet des Rohingyas, mais il y a ce côté très... ils sont assez sensibles à la question d'être envahis. Et il y a ce fantasme, qui d'ailleurs est régional, pas seulement birman, d'une volonté de conquête musulmane des pays bouddhistes d'Asie du Sud-Est. Vous avez ça au Sri Lanka, vous avez ça un peu partout dans la région actuellement. Donc il y a toutes ces dimensions qui sont présentes. Je vais peut-être m'arrêter là pour les aspects historiques, il y en a d'autres, mais sinon ce serait très long. Il y a un aspect aussi économique que je crois vous vouliez que j'aborde, qui était que l'Arakan, donc cette région frontalière du Bangladesh en Birmanie, est aussi un territoire important actuellement pour l'Inde et la Chine. C'est des constructions de ports en eau profonde, dans les deux cas, que ce soit celui qui est une initiative chinoise ou celui qui est une initiative indienne. Il s'agit de faciliter l'accès... pour le projet indien, il s'agit de désenclaver une région d'Inde et de faciliter l'acheminement de marchandises, la circulation entre Calcutta et l'Asie du Sud-Est. Pour la Chine, ça fait partie d'un projet encore plus colossal qui consiste à pouvoir effectivement circuler partout et qui comprend aussi bien des réseaux ferroviaires que des réseaux maritimes. Il y a ça, mais il y a aussi, en fait, pour la Chine particulièrement, l'approvisionnement en gaz et en pétrole d'une partie de son territoire. Donc c'est le pétrole moyen-oriental et africain qui arrive par là, et c'est le gaz birman qui arrive aussi par là, et qui passe par la région pour aller en Chine. Donc, l'installation de ces projets a emmené en fait des phénomènes de déplacement de population, en fait d'accaparement des terres qui sont très importants. Et là, j'en viens à un aspect actuel, c'est qu'il y a eu donc énormément de villages détruits dans ces derniers mois. Et actuellement, il y a beaucoup sur ces villages détruits. Alors, on finit le travail au bulldozer, c'est-à-dire que parfois, il y avait des arbres qui restaient. En fait, on finit de tout enlever. Donc, il n'y a vraiment plus rien de ce qui existait avant. Et là, il y a des casernes qui s'installent. Il y a des héliports qui s'installent. Il y a un phénomène comme ça. Et c'est au-delà de ça, ce sera aussi très intéressant d'observer dans ces endroits où il y avait des villages Rohingyas, quels éventuels projets économiques vont être mis en place sur ces territoires. Donc, comme explication de ce qui se passe, il y a aussi cette idée que faire partir les Rohingyas, ça peut favoriser certaines entreprises économiques. Quant à Aung San Suu Kyi, face à tout ça, alors c'est là aussi difficile d'être rapide. Il faut mentionner une chose, c'est que donc la cause des Rohingyas et je dirais la cause des musulmans en général, encore je parle assez vite, n'est pas populaire en Birmanie en fait, c'est le moins qu'on puisse dire, les mentalités ne sont pas très tolérantes au sein de la majorité bouddhiste. Et par rapport à ça, lors des élections de novembre 2015 que Aung San Suu Kyi et son parti ont souhaité remporter de façon massive, ce parti et cette figure avaient fait le choix de ne pas présenter de candidats musulmans au-delà même des Rohingyas, ce qui est à mon avis quelque chose d'assez important. En fait, le calcul semble avoir été, il faut qu'on gagne ces élections de façon massive. Il ne faut pas qu'on prête le flanc à la critique parce que les mouvements extrémistes bouddhistes sont assez forts, assez influents en ce moment. Donc on ne va pas présenter de candidats musulmans et ensuite on aura l'assise électorale, enfin un résultat électoral qui nous permettra de régler tout un tas de choses. Par exemple, de changer la constitution peu-démocratique de 2008 et en fait, pour l'instant, il n'y a eu aucun de ces résultats-là. Donc on peut penser, espérer que c'était tactique et que ça ne participait pas du même rejet des Rohingyas que l'on observe partout. C'est pas sûr. Malgré tout, quelques mois après sa prise de fonction, Aung San Suu Kyi a été l'initiative d'une commission consultative présidée par Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Et cette commission a travaillé sur la région de l'Arakan, sur différents aspects, quel développement faut-il imaginer là-bas, etc. Et notamment sur la question en fait, de la citoyenneté des Rohingyas, puisqu'ils sont exclus donc, de leur appartenance à la nation birmane. Et les recommandations du rapport étaient tout à fait favorables au rétablissement des Rohingyas dans leurs droits, appelait à revoir cette loi de 1982 qui est évidemment plus que discutable. Mais, et donc la commission remet son rapport. Aung San Suu Kyi engage immédiatement son gouvernement à en appliquer les recommandations, tout en disant cependant que peut-être pas toutes, peut-être pas exactement, sans qu'on ait le détail de ce qui serait discutable.
Et à ce moment-là, il y a l'attaque de l'ARSA, ce groupe armé Rohingya, qui change, je pense, les choses. La coïncidence de date pose évidemment des questions auxquelles on n'a pas de réponse ferme, mais c'est quand même une coïncidence de date au moins malheureuse. Et donc, à ce moment-là, la question du rapport Annan passe complètement à l'as et le nettoyage ethnique se fait, l'armée prétextant devoir assurer la sécurité du pays et s'en prenant non pas à ce groupe armé, mais à l'ensemble des Rohingyas. Donc il y a quand même, disons, une initiative importante en faveur du rétablissement des Rohingyas dans leurs droits a été prise par Aung San Suu Kyi. Maintenant, à partir du moment où le nettoyage ethnique se fait, on se retrouve avec une chef de gouvernement, puisqu'elle l'est de facto, et un gouvernement qui nie les faits, qui disent que ce qui se passe ne se passe pas, qui empêche toute forme d'enquête impartiale sur les lieux, que ce soit des enquêteurs de l'ONU, des journalistes, qu'importe. Et donc, il y a une ambiguïté qui perdure. Il y a aussi des choses qui s'expriment dans ce gouvernement qui sont clairement anti-Rohingya, islamophobes. Alors, la question de Aung San Suu Kyi elle-même, on se la pose. Et puis, comment je peux conclure là-dessus sans m'étaler encore beaucoup ? Il y a une ambiguïté, en somme, qui perdure. Et on peut s'interroger aussi sur la question de la stratégie. A-t-elle une stratégie? Mais c'est une question, alors là j'ouvre au-delà même des Rohingyas, en fait il y a la vraie question de savoir si Aung San Suu Kyi a une stratégie sur quoi que ce soit. Là j'y vais un peu violemment, mais en gros elle a de façon générale coupé tous les ponts avec la société civile. Elle a demandé en fait elle a donné l'ordre à tous les membres de son parti de ne pas communiquer avec la société civile. On a une LND, donc le parti d'Aung San Suu Kyi, qui aujourd'hui ne communique qu'avec l'armée et les cronies, c'est-à-dire les entrepreneurs, les hommes d'affaires, en fait, qui ont toujours été proches de la dictature. Donc on est dans une situation qui est un peu inquiétante et qui est aussi inquiétante, si on en revient à la question des Rohingyas, de savoir un peu ce qu'on peut attendre de cette espèce de dérive toujours plus complète vers une espèce de renfermement et un autoritarisme donc, qui se révèle jour après jour. Alors j'ai pas tout dit, mais voilà, peut-être que... Merci beaucoup Frédéric, merci d'ailleurs surtout pour le respect parfait du temps qui t'était imparti, et je sais que l'exercice est difficile et que tu as encore énormément de choses à dire, mais j'espère que les questions te donneront peut-être aussi l'occasion d'aller un petit peu plus loin et de développer des choses que tu n'as pas eu le temps de dire. Donc après ce bref un peu rappel historique et recontextualisation, ça nous permet maintenant d'en arriver plus concrètement à la crise humanitaire à laquelle a conduit finalement cette situation que connaît la Birmanie depuis maintenant quelques décennies. Et pour ce faire, je vais donner la parole à William Lebedel, puisque William, tu es déjà allé, il me semble, plusieurs fois dans les camps de Cox's Bazar. Ton ONG Friendship y mène des activités depuis le début de la crise, donc en septembre dernier, je crois. Donc, est-ce que peut-être tu peux commencer par nous faire peut-être témoigner de la situation humanitaire actuellement dans les camps? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les défis les plus urgents aujourd'hui? Quelles sont aussi les sources de préoccupation de demain? Puisque, comme je le disais en introduction, je pense que ces camps sont encore au Bangladesh pour un moment. Donc, ça va poser d'autres questions pour la suite. Et aussi, peut-être notamment, quelles sont les conséquences pour les communautés d'accueil, pour les communautés locales qui vivent aux abords du camp et subissent elles aussi quotidiennement les impacts provoqués par l'installation de ces camps. D'abord, je voulais remercier l'IRIS de nous accueillir sur un sujet comme celui-là. Ce n'est pas un sujet facile. Et le fait de l'aborder aujourd'hui n'est pas tout à fait anodin. On est, pour nous, ONG, dans une phase où la sensibilisation médiatique se réduit. Or, on a des enjeux absolument colossaux devant nous. Donc, merci aussi à vous d'avoir bravé la pluie. On a un petit goût de la mousson aujourd'hui. Il paraît qu'il y a la ligne 9 qui est inondée. C'est absolument rien comparé à ce que ce pays vit, et pas une fois tous les 10 ans, mais tous les ans. Et je ne parle pas encore des cyclones. J'avais une présentation. Comment? Oui, donc. En attendant que quelques photos, il n'y a pas beaucoup de mots, c'est plus pour partager avec vous quelques photos que j'ai prises ou que les équipes ont prises sur place.
La première chose, c'est peut-être revenir sur le pays qui accueille le Bangladesh. Alice en a dit quelques mots tout à l'heure. C'est quand même pas tout à fait anodin que ce soit le Bangladesh qui accueille une communauté comme celle-là. C'est la bonne. Alors, le Bangladesh, on est dans le contrebas de l'Himalaya. C'est le plus grand delta au monde. C'est 70% du pays qui est sous l'eau. L'année dernière, c'était les plus grandes inondations de toute l'histoire du pays. C'est ce pays-là, et c'est au lendemain des plus grandes inondations que le pays a connues, que Sheikh Hasina, Premier ministre, a décidé d'ouvrir, en tout cas d'accueillir les réfugiés qui fuyaient leur pays. On peut... Alors, elle est là. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur les chiffres parce qu'Alice l'a très bien indiqué tout à l'heure. On a 2,5 fois la population française sur un quart du territoire. Vous imaginez la densité de population. C'est le premier pays le plus dense au monde après tous les micro-États. Donc c'est juste monumental comme challenge. Il y a une personne sur 4 qui est sous le seuil de pauvreté. Donc vous voyez, juste revenir un petit peu sur le pays hôte. Et le 26 août, c'est-à-dire le premier jour où les Rohingyas passaient les frontières, ce sont les familles bangladeshis qui ont ouvert leur maison. C'est loin d'être anodin dans ce qui va suivre. Je pense que c'est assez clé. Alice, tu parlais des réfugiés climatiques. On est probablement dans un pays qui est en première ligne de tous les gros enjeux de la planète aujourd'hui. Économique, j'en ai parlé. Démographique, on en a parlé. Sur le changement climatique, la Banque mondiale estime que c'est le pays le plus touché au monde. On a potentiellement 30 à 50 millions de réfugiés climatiques potentiels dans ce pays-là. Bon, voilà, juste quelques données pour remettre un petit peu en perspective les données sur le pays hôte. Alors, c'est un pays qu'on connaît bien. Friendship, en 2 mots, puisque tu en as dit l'essentiel, ça fait 15 ans que nous, on est une ONG de terrain. Alors, on a une particularité, c'est qu'on est une ONG internationale depuis le Bangladesh. Depuis le Bangladesh, ça veut dire que les solutions qu'on apporte dans le pays, elles ne sont pas exportées depuis l'Europe, elles sont pensées localement avec les communautés. C'est probablement une des raisons qui fait qu'on a des problèmes qui sont relativement efficaces là. J'y reviendrai parce que dans la question de la résolution de la crise Rohingya, c'est absolument clé de comprendre ce qui se passe localement, et on va voir un certain nombre de points sociaux, culturels qui sont absolument déterminants pour ça. Donc ça fait 15 ans que nous, on intervient plutôt dans le nord du pays, à chaque fois dans les régions les plus reculées, là où il n'y a rien. On a un bateau, on en a 3 aujourd'hui, on a mis en place le premier bateau hôpital du pays dans un endroit où il n'y a aucun pont, aucune infrastructure, aucune ONG, il n'y a pas la Croix-Rouge, il n'y a pas le gouvernement, il n'y a rien. Donc il y a cette culture-là chez nous, Friendship, de le développer. Maintenant, nous n'étions pas présents dans les camps Rohingyas. C'est-à-dire qu'on a découvert, mais comme beaucoup, l'ampleur de cette crise-là, qui a été absolument monumentale. Il faut remettre en perspective ce qui s'est passé à partir du 25 août. En quelques semaines, il y a l'équivalent de un tiers de la population parisienne qui s'est réfugiée au Bangladesh. C'est un tiers d'entre nous dans cette salle, fois tout Paris intramuros. Paris intramuros, c'est 2 millions de personnes. Là, on a 700 000 personnes qui, en quelques semaines, arrivent dans un pays. Et le pays que je viens de décrire juste avant. C'est juste colossal. Et nous, on a été actifs dès fin septembre. Moi, j'ai pu m'y rendre début octobre. J'ai été effaré par plein de choses, mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est la manière dont le gouvernement organisait et accueillait les populations. On a vu presque de la tendresse dans cette armée bangladeshi pour pouvoir accueillir les vieilles dames et les jeunes enfants. Alors, ça paraît rien, sauf qu'en face, les Rohingyas, ils fuient quoi? Ils fuient l'armée, la même institution de l'autre côté, qui leur tire à bout portant et qui viole quasiment toutes les femmes. Donc le traumatisme, on a du mal à mettre des noms dessus, mais c'est évidemment assez important. Bon, il y a une chose qui m'a marqué en octobre. On a été à la frontière birmane et on a suivi le chemin des Rohingyas. En fait, ils traversent un bras de rivière et là, il y a un petit chemin relativement étroit qui leur permet d'arriver au Bangladesh. Quand vous arrivez au premier checkpoint,
on a pris une photo, il y a une queue avec les femmes et les filles, qui est relativement remplie, et puis il y a une queue à gauche avec les hommes et les gamins. Hommes. Il n'y a presque pas d'adolescents. C'est-à-dire qu'on a des gamins en bas âge et on a des vieillards. Et ce qui marque, c'est évidemment la présence des femmes, mais en creux, c'est l'absence des hommes. Les persécutions, c'est ça. Et donc, on met au défi n'importe quelle organisation ou gouvernement, y compris les nôtres, de pouvoir gérer cette violence-là, cette densité-là, dans un temps aussi court. C'est incroyable. Et quand on fait ça depuis un pays comme le Bangladesh, j'ai envie de dire, c'est assez remarquable. C'est un pays qui est champion de l'adaptation et on le voit encore là, avec peu de choses, il fait beaucoup. J'y reviendrai parce que la question des populations hautes que tu évoquais est pour moi un enjeu absolument clé. Alors, je ne sais pas comment ça va marcher, ça. Si je veux mettre sur play, est-ce que ça marche? Voilà. C'est juste quelques images, il n'y a pas de son, pour vous montrer ce que c'est que la densité des camps. C'est absolument effarant. Bon, cette photo parle, ce film parle de lui-même. C'est des camps à perte de vue, avec des maisons faites de briques et de broc qui sont partout. Et point important, vous le remarquez, c'est sur des collines qui ont été déboisées. Et on va voir que ça va avoir un certain nombre d'impacts là, dès maintenant, et pour les semaines qui viennent. Donc ça, c'est la densité qu'on peut constater aujourd'hui. C'est un film qui a eu lieu, qui a été pris il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, en 2 mots? On a un gros programme de santé, parce que c'était là que l'urgence était. Donc c'est 13 cliniques de maternité, je vais revenir sur les femmes enceintes. Des centres pour enfants, mais aussi pour femmes, parce qu'on a des traumas chez les gamins qui sont immenses. Et il y a un nombre de gamins incroyable. Donc ils sont pleins de vie, mais ils ont aussi des traumatismes assez aigus. Et tout ce que vous pouvez imaginer comme première urgence en termes de nourriture, mais aussi d'accès à l'eau. L'accès à l'eau, ça a été un énorme challenge parce que les premiers puits étaient creusés à 20 mètres et au bout de quelques semaines, ils étaient saturés, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de flotte. Les latrines, pareil. Quand on ne creuse pas assez profond, ça fait quoi? Ou quand on n'a pas assez de condamnés, ça déborde. Et je vous laisse imaginer tous les enjeux en termes de choléra et de maladies. Je pense que Benoît en dira 2 mots tout à l'heure. Donc ça a été, pour le pays et puis pour toutes les organisations, un boulot mais absolument phénoménal durant les premières semaines. Tu posais la question des enjeux, Alice. Alors, j'ai essayé de les mettre dans l'ordre. On peut complètement en débattre. Le premier, c'est que ça fait plusieurs générations qu'il y a cette tension à la frontière entre les Bangladeshis et les Rohingyas. Le fait politique où la Première ministre ouvre ou accepte d'accueillir les réfugiés est évidemment un geste tout à fait louable pour les populations locales qui ont été les premières à accueillir. C'est évidemment assez remarquable. Maintenant, il y a un impact très concret. Je veux dire, 700 000 personnes qui arrivent dans une région, ça a un impact. C'est un impact économique et avec toutes les organisations internationales et tout ce que vous pouvez imaginer qui ont un impact. C'est quoi les effets indirects? Et pour elle, je vais prendre quelques exemples. Les loyers, la location d'un appartement avec 2 chambres, le prix a été multiplié par 5. Le prix du riz, 1 kilo de riz, le prix a augmenté d'1,5 fois. Donc on a comme ça un coût de la vie qui a augmenté dans un pays où il y a 1 personne sur 4 qui est sous le seuil de pauvreté. Donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Pour pouvoir accueillir les Rohingyas, toute cette zone-là, qui est la Green Belt, la ceinture verte, une grande partie a été déboisée. Il y avait tout un tas d'emplois avec le bois. Qui a quasiment plus aujourd'hui. Et puis, même si on ne peut pas payer de salaire aux Rohingyas, il y a une indemnité journalière qui est possible pour les petits boulots. Des petits boulots qui, du coup, vont moins aux populations locales. Alors, loin de moi, l'idée de critiquer, simplement prendre en compte le fait que cette communauté qui accueille vit une période qui est loin d'être facile. Et évidemment, alors nous, on le fait parce que c'est notre manière de faire. Je vous disais, ça fait 15 ans qu'on travaille dans le Nord avec les communautés. Donc, dès le début, on a travaillé avec les communautés Rohingyas pour les employés, pour les petits boulots, parce que c'est extrêmement important
non pas dans la résolution complète du conflit, mais dans la diminution des tensions entre les deux communautés. Et si on ne fait pas ça, vous imaginez l'enjeu que ça peut être demain. Il y a une directive qui est partie du gouvernement à toutes les ONG, leur demandant systématiquement d'avoir des programmes qui soient inclusifs des communautés locales. Alors, évidemment, il y a les élections qui arrivent, mais au-delà de ça, il y a une vraie tension politique qu'il faut gérer, et on a tous une responsabilité, nous les premiers ONG, pour pouvoir diminuer cette tension-là. Donc nous, typiquement, nos cliniques, elles sont ouvertes, en tout cas celles qui sont pas à l'intérieur des camps, parce qu'on est très à l'intérieur des camps, mais celles qui sont accessibles aux populations locales, les portes sont grandes ouvertes pour les Bangladeshis, et je pense que c'est un des points clés à avoir là. Le deuxième, alors les chiffres, c'est celui qu'on entend, c'est-à-dire que c'est pas, il ne vient pas de notre ONG. On parle de 60 000 femmes enceintes. Ça donne une idée. Alors, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 70? Je suis incapable de dire, et je pense qu'il n'y a aucune ONG qui est capable de dire, mais ça donne une idée de l'urgence dans l'urgence. C'est-à-dire que là, on a des femmes qui n'ont jamais eu de planning familial depuis plusieurs générations. C'est-à-dire que les moyens de contraception, elles ne savent pas ce que c'est. Donc, on dit que culturellement, elles ne le souhaitent pas, mais en fait, d'un point de vue très pratico-pratique, et Frédéric ou Benoît pourront en parler mieux que moi, mais il n'y a jamais eu de planning familial. Donc, elles ne savent pas. Donc ça, c'est un enjeu clé. Je vais prendre un exemple. C'est arrivé il y a 2 semaines. On a eu une femme enceinte de jumeaux. Il fallait pratiquer une césarienne. Pour pratiquer une césarienne, il faut l'accord de la famille. La femme a patienté 5 à 6 heures en salle d'attente de travail. Et au bout de la 6e heure, le mari est venu. Elle a dit non, finalement, je retire mon autorisation. Et la femme est repartie. Alors, nous, on était complètement démunis, les équipes, et on était choqués, surtout pour les raisons pour lesquelles ils ont décidé de partir. Les raisons, elle est assez simple et assez traumatisante par ailleurs, et on peut tout à fait la comprendre. C'est qu'en Birmanie, il y a eu plusieurs cas où une césarienne était indispensable et où il y a eu du vol et du trafic d'organes et où la maman n'a pas retrouvé son enfant. Donc évidemment, on parlait, Frédéric parlait finalement d'une culture extrêmement brutale. C'est ça aussi. Alors comment est-ce que vous voulez que nous, ONG sur place, on arrive à faire notre boulot dans ces conditions-là? Il ne s'agit pas juste d'avoir une clinique sur place. C'est-à-dire qu'il faut nouer avec les Rohingyas une relation de confiance qui apaise ces doutes-là. Et je dois dire que ça fait maintenant depuis le mois de janvier qu'on a la maternité et on a, entre guillemets, un rythme de croisière normal par rapport au nombre d'accouchements que maintenant, parce qu'il nous a fallu tout ce temps-là pour construire la relation de confiance avec les femmes et avec les familles, ce qui est absolument indispensable. Je ne vais pas revenir sur les viols, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a du déni, il y a de la peur. L'avortement est pas dans les pratiques courantes. Le mot n'est pas autorisé au Bangladesh. On parle de régulation des menstruations des femmes. On ne parle pas d'avortement. Il faut que je me dépêche 2 minutes. Et donc ça, c'est un véritable enjeu. Si on n'a pas la relation de confiance, c'est impossible de faire le travail qu'on fait. Et aujourd'hui, on en voit les résultats, mais il nous a fallu plusieurs mois, plusieurs semaines pour y arriver. Je vais aller vite sur la suite. La mousson, on en a parlé. C'est maintenant, ça démarre maintenant. Le haut de la mousson, c'est au mois de juillet. On a une catastrophe annoncée. C'est-à-dire que vous allez lire dans les journaux, dans les semaines qui viennent, les catastrophes humaines dans les camps de réfugiés. Ça a déjà démarré. Donc on est dans des collines. Les glissements de terrain, ça a démarré. La flotte en bas des collines, ça a démarré. Les maladies, quand on a un niveau sanitaire qui est aussi, pardon le mot, dégueulasse que celui-là, moi j'y étais au mois de février, tout est saturé. C'est-à-dire que c'est des nids à maladies qui sont partout. Donc vous mettez de la flotte, de la mousson là-dessus, ça déborde de partout. Et les gamins sont en train de jouer dans cette flotte-là, les femmes en train de laver leur linge. Je veux dire, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc là, on a des besoins qui sont absolument colossaux et la mousson va venir aggraver ça. On fait quoi? On consolide toutes nos structures, on construit des ponts, on nivelle les escaliers pour éviter les accidents. On parlait des 60 000 femmes enceintes. Vous imaginez voilà, le type d'accident qu'on peut avoir. C'est absolument colossal. Programme de reforestation, ça paraît logique.
c'est du moyen et du long terme. C'est du moyen terme parce que le fait de reforester permet de stabiliser le terrain. Donc évidemment, pour cette mousson-là, ça ne sera pas le cas, mais les experts ou plusieurs ONG parlent de 5 à 6 ans pour l'installation des camps. Donc il faut absolument mettre en place un programme de reforestation pour éviter notamment les glissements de terrain. Les gamins, on a commencé à en parler, il y a du trafic. Le trafic, il a démarré le 25 août, quand les Rohingyas traversaient la rivière Naf. Il y a des bateaux qui les interceptaient, qui choisissaient les filles ou les gamins et qui les emmenaient on ne sait où. Donc le trafic, il est déjà existant depuis le 25 août. Là, il est dans les camps. La difficulté pour nous, ONG, c'est qu'au coucher du soleil, on n'a plus le droit d'y être. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passe la nuit. On imagine le pur. Il y a 40 cas qui ont été répertoriés. On imagine que c'est beaucoup plus que cela. Donc il y a un énorme travail de prévention et de sensibilisation des enfants et des femmes qui sont les plus vulnérables ici. Dernier point, les ados, alors là on est plus sur du moyen terme comme enjeu. Plusieurs membres de leur famille ont été tués ou violés. Les gamins, ils n'ont plus accès à l'école, ils sont en pleine crise et ils arrivent à un pays où il n'y a aucun avenir. C'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que dans les 2 ans qui viennent, il va falloir qu'on traite ces adolescents-là. Les seuls moyens qu'on a, nous, aujourd'hui, et encore une fois, il faut gérer l'urgence dans l'urgence, ce n'était pas la première urgence, mais il faut absolument qu'on la traite, c'est avoir des lieux où ils puissent se retrouver, où ils puissent discuter, où on puisse avoir des psys pour pouvoir aider les plus traumatisés d'entre eux. Voilà, en quelques mots, désolé si j'ai un petit peu débordé, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on a devant nous, dans les semaines et les mois qui viennent, des enjeux colossaux. Et encore merci à vous d'être là aujourd'hui. C'est important, comme je vous disais, c'est quand même une période assez étrange où on va avoir des crises. Elles sont déjà annoncées. On a besoin des médias et des gens comme vous pour pouvoir poursuivre les travaux qu'on fait avec ces communautés-là. Et la situation ne va pas s'améliorer dans les mois, voire pour certains dans les années qui viennent. Merci William, merci pour ton témoignage relativement glaçant, je dirais. Et ce qui me permet aussi maintenant de passer la parole à Benoît Méribel. Alors Benoît Méribel, donc vous êtes, comme je le disais au départ, directeur de la Fondation Mérieux, qui est elle aussi présente dans les camps. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire la situation sanitaire actuellement? Quels sont notamment un peu les risques épidémiologiques auxquels il faut s'attendre ou auxquels les camps sont déjà confrontés? On sait que par exemple la diphtérie, qui était une maladie qui avait disparu au Bangladesh, est revenue avec les camps de Rohingyas. On sait qu'avec les pluies de mousson, d'autres problèmes sanitaires sont attendus. Donc quel est un petit peu l'état de la situation d'un point de vue sanitaire et épidémiologique dans les camps actuellement? Et aussi peut-être, alors vous qui avez une longue expérience dans le monde humanitaire, si on essaie de prendre un petit peu de hauteur, quelles sont aussi finalement les spécificités, s'il y en a, de cette crise par rapport à d'autres sur lesquelles vous avez pu être amené à travailler, et quelles sont surtout aussi les leçons à tirer de cette crise? Merci. Je dispose de combien de minutes? 15. 15, bon, ça va. Il faut laisser des questions. Merci de l'invitation et de l'intérêt de pouvoir faire effectivement ce zoom sur cette crise. Donc, sur les enjeux épidémiologiques, infectieux, ils sont aussi colossaux, puisque avant ce déclenchement de cette crise, le Bangladesh, à l'image de ce qui a été montré dans différentes statistiques, cumulé pour beaucoup de scientifiques, des spécialistes de l'infectieux, beaucoup de records, à commencer par les diarrhées, le choléra. Donc c'est un terrain infectieux qui est très fertile pour ça. Et donc vous imaginez qu'avec un apport de population, et tous les biologistes savent que dès qu'une population humaine ou animale bouge, sa biologie évolue aussi, et donc la vulnérabilité se retrouve renforcée. Ça, c'est un phénomène biologique. Donc on est impliqué sur le Bangladesh d'abord depuis à peu près 7 ans à la demande du Bangladesh Institute Tropical Infectious Diseases pour doter ce pays d'un laboratoire P3. Au niveau biologique, au niveau mondial, c'est normé par l'OMS. Vous avez 4 niveaux de possibilité de travailler sur des engins infectieux. Le niveau 1 est le moins dangereux jusqu'au niveau 4. Et le niveau 4, ça veut dire un niveau de confinement très fort pour protéger ceux qui travaillent sur Ebola, sur ces fièvres hémorragiques. Voilà. Donc l'intérêt de travailler sur ces pathogènes, c'est quoi?
C'est de les identifier, 2, de les maîtriser pour ensuite les connaître et avoir une réponse, avoir un vaccin éventuellement, ou en tout cas pouvoir l'identifier, puisque rien de pire, on l'a vu avec la Guinée et l'Ebola, quand il y a une défaillance totale, c'était le cas du réseau des laboratoires en Guinée, et bien, vous avez des personnels qui payent de leur vie, des infirmiers, des médecins, des populations, parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire et les gens décèdent. Bon, je ne vais pas ouvrir trop longuement ce chapitre-là, mais c'est déjà pour un premier point. Et on a eu une demande donc de construire. Donc la Fondation Mérieux est une fondation familiale. On ne fait pas appel à la générosité du public. Par contre, on a des partenariats avec différentes institutions internationales, l'AFD, l'Union européenne. Et on a donc financé un laboratoire à Chittagong, la deuxième grande ville, pour le BID, qui a été donné avec des formations pour qu'effectivement des scientifiques dans ce pays, ils sont déjà très forts et nombreux à Dakar, à l'ICCDRB, qui est un centre très réputé internationalement, parce qu'il lutte beaucoup contre le choléra. Donc on a doté Chittagong, qui est en partenariat avec l'ICCDRB. Et il se trouve effectivement... pour l'anecdote, quand j'ai poussé il y a 7 ans à ce qu'on fasse ce centre là-bas, il y avait des questionnements dans la gouvernance en me disant mais on est loin de nos terres, plutôt les pays francophones, le Bangladesh, c'est plutôt les anglo-saxons, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Mais notre conseil scientifique, quand je leur avais posé la question, selon vous, quel est le pays le prioritaire en infectieux, la majorité avait la main en disant Bangladesh, de toute nationalité, de toute spécialité. Donc effectivement, on voit qu'on a ces mouvements de population qui sont de façon très forte, avec le plus grand camp de réfugiés, dans un pays qui est déjà très vulnérable au niveau infectieux. Donc, évidemment, il faut redoubler de vigilance. Pour toutes les raisons qu'on connaît, pour sonner les populations, mais aussi, d'un point de vue politique, pour moi, il y a un point très important, c'est l'image. Parce que de la même façon qu'on fait ça aussi au Liban avec les partenaires par rapport aux réfugiés syriens, vous comprenez qu'il est très important de montrer que des populations n'amènent pas des maladies. Il y a déjà une peur croissante, grandissante de l'autre, de ce qui n'est pas moi. Voilà. En plus, si ces gens-là sont vus comme des titres de journaux, des vecteurs de bombes humaines, que ce soit sur infectieux, voilà, il y aura aussi donc il est très important de pouvoir les soigner et aussi de suivre l'enjeu infectieux globalement. Alors, il se trouve qu'on s'est croisé avec William Lebedel en novembre, je crois, ou octobre-novembre, quand nous étions là-bas. Et donc, on avait une décision des Nations Unies de pouvoir donner un vaccin choléra. 900 000 doses sont arrivées, avec donc l'ICCDRB qui est sur place, et puis Firdausi Quadri, qui est une grande spécialiste des diarrhées, de tous ces aspects-là. Donc là, c'était une mesure de protection des personnes. Je suis... le premier à prôner la non-utilisation du médicament ou du vaccin quand on peut s'en passer. Mais là, effectivement, il y avait un enjeu à ce niveau-là. Et puis, donc, le gouvernement nous a demandé, puisque donc j'évoquais le fait que certains avaient questionné la pertinence d'avoir un laboratoire là-bas à Chittagong. On le voit aujourd'hui, il est à moins de 100 km de ce camp. Et donc, ça permet aux populations du Bangladesh de pouvoir suivre ça aussi. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui mute, qu'est-ce qui évolue. Donc, et comment le contenir et le soigner efficacement. Donc un exemple concret que l'on a appliqué avec les déplacés syriens au Liban, c'est de travailler sur l'étiologie des pneumonies. Les pneumonies, c'est ce qui tue le plus d'enfants en bas âge à travers le monde encore aujourd'hui. Et donc les pneumonies, les médicaments sont plus appropriés du moment qu'il y a des mouvements de population. Donc on a fait ce travail-là avec les ONG libanaises, MSF, et on fait la même chose avec les ONG qui sont dans les camps, c'est-à-dire qu'il y a un travail de recherche pour être sûr que le traitement va être approprié. Vous savez tous que l'on vit dans un monde où l'argent des faux médicaments rapporte aux mafias beaucoup plus que la drogue aujourd'hui. Et donc on est dans des faux médicaments, on est dans des faux tests qui profitent de partout, qui contribuent aussi aux résistances antimicrobiennes, les fameuses AMR. Donc la France, très tôt, a commencé vous voyez, ces campagnes de pub sur les antibiotiques. Je fais une petite parenthèse aussi, mais pour dire qu'on est aussi sur un enjeu infectieux global. C'est ce qui malheureusement fait que des personnes que vous connaissez sont rentrées à l'hôpital pour quelque chose de bénin et ont eu quelque chose de très grave, voire certains décèdent. Donc c'est ces co-infections, parce que quand j'ai rejoint, moi je ne suis pas scientifique, mais quand j'ai rejoint la Fondation Mérieux, je venais d'Action contre la faim, donc j'avais été le DG, et il y avait un livre qui sortait, qui s'intitule, de Maxime Schwartz, Des microbes ou des hommes, qui l'emportera, point d'interrogation.
on oublie quand même qu'on est issu de la biologie et de cette logique-là. Donc voilà, après cet accent là-dessus, qu'est-ce que l'on voit de particulier? Je dirais plutôt qu'est-ce que l'on retrouve, hein. Donc la discrimination ethnique, religieuse est un facteur que l'on voit là-bas et que l'on voit ailleurs, par rapport évidemment aux Rohingyas qui souffrent depuis longtemps, qui se sont convertis au XVe siècle, et enfin, vous avez rappelé l'historique, etc. Moi, je pense aussi que de partout, il y a des enjeux économiques qui sont importants. Il y a eu quand même un appel à la solidarité internationale. Les Iraniens ont répondu. Le président iranien a appelé à la solidarité, la Croix-Rouge iranienne, en disant il faut soutenir les Rohingyas. Les Russes aussi, qui sont pourtant des soutiens. L'Arabie saoudite n'a pas bougé. L'Arabie saoudite a des intérêts très forts avec la Chine, notamment pour les fournir. Et le passage, voilà, il passe par le Rakhine. Bon, donc dans tous les conflits, dans tous les mouvements de population, là-bas comme ailleurs, les intérêts économiques des pays voisins comptent aussi beaucoup. Après, il y a de plus en plus, mais ça a commencé dans les Balkans, en Tchétchénie, de partout, c'est-à-dire la violence aux populations civiles est devenue maintenant l'arme préférée. On économise des soldats, on pressurise, on fait la violence sur les populations, ça sème la terreur, et puis ceux qui ne comprennent pas, après, il y a effectivement les militaires qui tirent, qui arrivent. Mais bon, voilà, on a beaucoup souligné cet aspect-là. Les trafics aussi d'êtres humains, hein, qui fleurissent au niveau de la planète. Hein. Les trafics d'êtres humains, c'est une réalité. Les trafics aussi d'organes. Je rappellerai quand même que là, on a parlé de l'apport en août 2017, mais il y avait déjà depuis un moment dans les camps au Bangladesh entre 200 à 300 000 Rohingyas qui étaient dans cette partie-là, vers Cox's Bazar. À l'époque, quand j'ai travaillé avec Action contre la faim, avec MSF et d'autres ONG internationales, on essayait de travailler. Et à l'époque, le gouvernement du Bangladesh ne voulait pas. Donc on a eu à résoudre des cas compliqués, c'est-à-dire d'amener des financements au Bangladesh pour travailler sur ces projets-là, sans que ça se voit. Alors, comment on travaille dans d'autres régions du Bangladesh, mais donc effectivement, le côté positif, c'est qu'il y a eu le gouvernement, et ça s'est fait, on l'a vu quand même assez rapidement, parce qu'on avait même un débat avec l'ambassadeur ici à Paris, je me souviens, avec Yann Arthus Bertrand, etc. Ils étaient très sceptiques, ça c'était en septembre. Les choses ont bougé sous la pression internationale et une volonté, mais le gouvernement du Bangladesh est un gouvernement qui reste très fragile, et qui aussi a subi des assauts forts de structures islamiques radicales. On le voit, hein, il y a des actes qui se font, donc jusqu'à quel point ça pourra se poursuivre. Ça reste fragile, mais pour l'instant, ça fonctionne. Personne n'a le plan, la sortie de tout ça. Donc pendant combien d'années ça va durer? Et c'est pour ça que dans notre approche... la Fondation, nous soutenons des ONG avant tout nationales, locales. Bien sûr, moi qui ai travaillé pendant de nombreuses années pour des ONG internationales, vous l'avez dit d'ailleurs, j'ai ouvert la mission d'action contre la faim chez les Rohingyas dans le Rakhine State, Sitwe, Mongdo, donc ça c'était en 94, donc ça ne nous rajeunit pas. Et c'était déjà parce que dans nos actions, il faut travailler avec les minorités. Donc c'était pas simple, mais on avait la capacité quand même à travailler essentiellement sur la sécurité alimentaire et de l'assainissement, avec le HR aussi. Des ONG travaillaient plutôt avec les Karen, historiquement, l'AMI et d'autres depuis des années. Et là-bas, c'était un nouveau axe de travail. Donc, c'est une population apatride que personne ne sait traiter aussi et personne ne veut traiter. Donc, ça, c'est aussi nous, citoyens, que nous sommes, de pouvoir œuvrer pour tout ce qui est la non-discrimination des personnes, parce que on le paye très cher au final. Dans l'historique de tout ça, on voit bien que c'est les Britanniques, tout le monde a toujours joué sur les minorités d'un côté et de l'autre finalement, hein, et quelque part ça continue un petit peu. Donc ça mène, c'est aussi une leçon, ça mène à ça. Hein, à chaque fois et à l'instant où on parle, on a en tête sur la carte géographique ceux qui aujourd'hui exacerbent des nationalités ou des religions au détriment d'autres par rapport à des populations. Vous voyez de quoi je parle, hein. On cultive ça très fortement, on met des murs et on va le payer très cher, toujours, hein. Donc ça, c'est un point sur lequel on doit réagir. Nous soutenons évidemment le travail de Friendship en particulier, parce que cette femme, Runa Khan, est admirable.
Et ça n'enlève pas la nécessité d'avoir des ONG internationales très fortes, comme Action contre la faim, MSF et d'autres. Mais je considère, et je le dis à ces ONG depuis un moment, qu'elles doivent concentrer leurs moyens avant tout dans les situations de crise où il n'y a pas de capacité d'ONG nationale. Et que dans les pays où il y a des ONG nationales qui sont capables, avec tous les critères, effectivement, de ne pas dépendre d'un gouvernement, etc., d'être de la liberté telle qu'on connaît avec Runacan et Friendship, il faut le faire. Il faut le faire notamment pour récupérer d'autres moyens humains et financiers dans des pays où là, effectivement, Yémen, Somalie, où il n'y a pas de construction nationale. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le souhait d'organiser les alliances. D'ailleurs, c'est encouragé aussi par les partenaires. Et c'est aussi pour travailler dans la durée. Parce que là, personne ne peut savoir pendant combien de temps ces personnes vont rester là. C'est un enjeu aussi de proximité avec les villes, Cox's Bazar, parce que on l'a vu au Darfour, on l'a vu dans plein de pays. Quand après des camps se renforcent et qui se structurent, s'organisent, les populations pauvres à côté se disent mais finalement ces gens-là ils ont plus de chances que moi, donc il faut un équilibre politique pour arriver à gérer tout ça et que ça se passe bien, parce que sinon c'est source aussi de problèmes. Et puis voilà, ça a été souligné, l'enjeu de la jeunesse, quel avenir, quel travail, c'est une préoccupation importante pour le gouvernement de Bangladesh, pour les communautés de Rakhine. Une leçon, c'est quand même la dignité, malgré tout. C'est vrai, quand on voit ces personnes arriver dans le silence, ces mamies, ces vieillards, voilà, bon, ça on le voit dans... Ça touche toujours, hein. C'est des yeux qu'on croise comme je vous vois ce soir. Et on se dit, voilà, tous ceux, toutes celles qui mettent des murs, qui mettent de la discrimination, que ce soit religieux, ethnique, est-ce qu'on peut travailler ensemble à ça? C'est pas être utopique, bon, on peut, parce que sinon on ne serait pas dans les ONG depuis longtemps, mais c'est une vraie réalité, parce que c'est aujourd'hui aussi qu'on va pouvoir gérer dans quel sens cette énergie, cette capacité de ces jeunes qui sont dans des camps. Aujourd'hui, dans des camps que vous avez vus et dont on ne sait pas la solidité, hein, ça va glisser effectivement avec les moussons, les éléphants sont partis, il y en avait un qui était revenu, je crois, la semaine avant, on y soit pour marquer à nouveau son territoire. Voilà, donc on témoigne, on n'a pas toutes les solutions. Oui, alors c'est vrai que on peut critiquer Aung San Suu Kyi. C'est vrai que quand il y a eu le rapport de Kofi Annan le 24 août, c'est le 25 août, et Kofi Annan pointe la question de la birmanité, les critères de la birmanité. Alors Aung San Suu Kyi avait quand même parlé qu'il fallait que voilà, le peuple qui souffre, en incluant les Rohingyas, évidemment, c'est peut-être très diplomatique. Donc on voit que c'est une question complexe et qu'elle est tenue, ou voilà, elle-même, on le sait de toute façon, hein, elle est tenue par des enjeux. Enfin, la Birmanie, c'est quand même le SLORC à la base, c'est des intérêts économiques très puissants. Et j'en termine là. Donc, comment est-ce qu'on peut influencer ces gouvernements? Comment est-ce que la communauté internationale? Eh ben, c'est simple, ça commence par nous, c'est-à-dire les citoyens, parce que c'est nous, dans nos choix de vote, dans nos positions politiques, dans les réseaux sociaux, on n'agit pas en faveur de certaines choses qui vont contre ça, eh bien, on fait le jeu, quelque part, de ces murs, de ces discriminations, de ce désintérêt, de chacun pour soi, et qui amène parfois des présidents de région comme celle d'où je viens, puisque moi je suis basé à Lyon, à être horrifiés à l'idée d'accueillir quelques milliers de réfugiés, alors que là, évidemment, c'est une leçon de solidarité, même si, évidemment, ce n'est qu'une situation ponctuelle, et que voilà, c'est l'IRIS à travers ce débat qui pointe les enjeux qui sont les nôtres et les vôtres ce soir. Merci beaucoup, Benoît. Écoutez, sans transition, comme nous ne sommes déjà pas très en avance, je vous propose d'ouvrir le débat. Donc, si vous avez des questions, je vois que les mains se lèvent au fond. Je propose qu'on prenne peut-être 2, 3 questions, 4 questions, et puis je vous demanderai, si possible, de faire des questions courtes pour laisser aux intervenants la possibilité d'y répondre. Bonsoir, merci à tous pour vos interventions, c'était très intéressant. Je suis étudiante à l'IRIS dans le Master 2, Manager humanitaire. 2 questions. L'OMS a organisé récemment une grande campagne de vaccination contre le choléra. J'aimerais savoir si du coup ça va effectivement, en tout cas, faire disparaître le risque d'une telle épidémie dans Cox's Bazar. Et une deuxième question, plus sur le trafic d'êtres humains, comme vous en avez tous pas mal parlé. Je fais des recherches là-dessus en ce moment et j'aurais aimé savoir si vous aviez
des réponses notamment sur la finalité de la traite. À quoi est-ce que c'est plus pour du travail forcé, de la prostitution, et est-ce que les victimes restent à Cox's Bazar ou est-ce qu'elles sont plutôt redirigées vers des réseaux plus importants et notamment vers l'Inde ou d'autres pays d'Asie? Merci. Bonjour, merci pour cette conférence. J'adresse mes questions à Monsieur Debomy. Deux questions rapides. La première, vous avez présenté les raisons, le contexte historique et les raisons des rejets de Rohingyas, ça me paraît clair. Simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, lors des incidents de 2012, les médias, ils ont parlé abondamment de la symbolique de la destruction de la statue de Bouddha par les talibans, et le rôle de cet acte, on va dire, symbolique dans le rejet de Rohingyas sur fond de demandé d'islamophobie. La deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons de ce cas spécifique de cette minorité musulmane en Birmanie, mais nous retrouvons à peu près le même modèle de persécution de minorités musulmanes. Je ne dis pas qu'il n'y a que les minorités musulmanes qui soient persécutées, mais on retrouve le même modèle dans beaucoup de pays de l'Asie du Sud-Ouest. On retrouve le même modèle aux Philippines pour la minorité musulmane, au Sri Lanka, en Inde. Avant-hier, il y avait un musulman qui a été lynché parce qu'il a mangé du bœuf. J'ai lu ça dans les médias. On retrouve ça en Chine. Est-ce qu'on ne peut pas relier tous ces phénomènes entre eux pour en tirer une vision globale et traiter le problème à la racine, Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une vision globale qui permettrait d'expliquer tous ces phénomènes? Voilà, j'en termine sur... Merci. J'ai vu deux autres questions plutôt par là. Oui, bonjour. C'est face au constat en termes de contexte humanitaire où on se retrouve un petit peu face à un mur. Aujourd'hui, en termes de capacité de réponse, que ce soit les acteurs locaux qui sont aussi impactés, qui n'ont pas une capacité d'absorption infinie, ni de financement, ni de partenariat. Je travaille pour Première Urgence Internationale au Bangladesh, donc si je peux représenter un petit peu les organisations internationales qui travaillent dans le mégacamp ou en dehors de ce mégacamp dans tout le reste du pays. Est-ce que vous avez des pistes en termes de plaidoyer pour pouvoir accueillir, parce qu'on sait qu'on va être sur du long terme, cette population réfugiée sur plus longtemps, parce qu'on sait, vous l'avez montré sur vos photos, l'impact, sur la carte, l'impact que va avoir la mousson en termes de glissement de terrain, de flooding. Et on sait effectivement que ça va être une catastrophe, mais on n'a pas de terre additionnelle mise à disposition par le gouvernement pour accueillir les réfugiés. Est-ce qu'il y a des pistes en termes de plaidoyer? Est-ce qu'il y a des pistes en termes de solutions alternatives d'accueil de ces réfugiés à l'étranger? Est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'acteur de cette réponse, on est démunis aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de solution. Et on n'a pas de solution à apporter aux gens quand on leur dit « votre maison va s'écrouler, elle va être sous l'eau ». Ils disent « qu'est-ce qu'on fait ?» On ne sait pas. Il y a un cyclone qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. On n'a pas de réponse en tant qu'acteur humanitaire. Voilà, merci. Un peu d'espoir. Et il y avait une autre question. Bonsoir. Rapidement, les Rohingyas, j'ai travaillé un peu la question pour ma thèse, mais pas pour le Bangladesh, plus pour la Malaisie, pardon. Mais du coup, moi j'ai une petite question par rapport à l'isolement. On parlait tout à l'heure de l'isolement de la LND. Où finalement, peut-être que les membres de gouvernement parlent entre eux ou alors seulement vers l'armée. Est-ce qu'on pourrait mettre en lien peut-être un moment où il y aurait une confrontation avec la communauté internationale? Quand je parle de ça, c'est parce que je me dis qu'il y a peut-être eu une prise de position difficile entre faire une alliance avec la communauté internationale, vous parliez du rapport de Kofi Annan, etc., et en même temps, toute cette politique interne de l'électorat, comment maintenir cette majorité, etc. Donc de ne pas forcément poser les termes comme le terme de Rohingya, etc. Donc en fait, est-ce qu'on peut parler de confrontation avec la communauté internationale, pardon, et est-ce que ça n'a pas non plus eu un lien sur le fait que la Birmanie, pour participer aux conférences régionales de l'ASEAN, n'ait pas souhaité non plus évoquer le sujet
Voilà. Donc peut-être qu'on peut parler de blocage politique aussi de ce point de vue-là. Et enfin, juste, est-ce qu'il y a eu des pistes de travail enclenchées, peut-être ou à imaginer, de travail avec des ONG nationales, peut-être religieuses? Alors, je dis ça parce qu'en Malaisie, les réfugiés Rohingyas ont un enjeu d'intégration très important à travers leur lien avec les nationaux et la religion. Le fait de se construire en tant qu'homme musulman, c'est aussi un enjeu d'intégration dans un pays qui est musulman. Et donc d'afficher des liens, des connexions à travers ce biais-là. Alors du coup, je sais que ça peut être un peu compliqué à imaginer, mais est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer tout simplement des nouvelles formes de travail? Voilà. Merci. On va prendre une dernière question au fond et ensuite on rendra la parole aux intervenants. Bonsoir. J'aurais bien aimé avoir votre point de vue et votre analyse sur les problèmes de coordination humanitaire là-bas et avoir votre point de vue un peu... je crois que c'est assez caractéristique de cette réponse, donc voilà, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue là-dessus. Merci. 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 Qui veut commencer? Benoît, est-ce que vous voulez, dans l'ordre, peut-être répondre à la question sur la campagne de l'OMS vis-à-vis du choléra? Oui, donc face au choléra, d'abord rappeler que la priorité numéro 1, c'est le WASH. C'est toujours l'eau, l'assainissement, parce que c'est simple à lutter contre le choléra. Hein. C'est une question d'hygiène, c'est pas une maladie compliquée. Donc la première réponse à avoir, c'est l'eau, l'assainissement. Voilà, je l'ai suffisamment dit pendant des années en étant en action contre la faim pour continuer à le dire. Mais il y a des contextes, et là c'était un contexte où effectivement, par rapport aux conditions des camps que vous avez vues, l'arrivée de population, il faut pouvoir, et là c'était un nouveau vaccin oral, il faut pouvoir protéger rapidement des populations. Donc il y a une décision de l'OMS et du gouvernement avec 900 000 doses. Donc vous pouvez trouver sur Internet, c'est suivi par des comités internationaux. Voilà, et ça se refera certainement s'il y a besoin dans des situations d'urgence. Mais il existe actuellement, et d'ailleurs demain soir à Genève, il y aura la Global Task Force, on est dans le cadre de la semaine de l'Assemblée Générale de l'OMS en ce moment. Donc il y a la Global Task Force for Cholera Control qui émerge, et avec les deux grandes communautés qui luttent contre le choléra, celle au niveau du WASH et celle au niveau maintenant aussi du vaccin, pour pouvoir raisonner en termes d'outils. Donc je pense que là, sur Internet, vous allez trouver, il y aura une efficacité, mais encore une fois, après, c'est le WASH. Et le WASH, dans ce contexte-là, il est que dans l'urgence, il est fragile. Alors, sur les camps eux-mêmes, la suite, je pense qu'effectivement, l'ASEAN n'arrive pas à élever sa voix. Il y a les bateaux, il y a ceux qui partent sur la Malaisie, l'Indonésie. Il faudrait qu'il y ait une réponse régionale. Mais c'est très compliqué par rapport à la place de la Birmanie et de ses alliés économiques, qui ont du poids aussi stratégique. Donc, on est en plein dans le politique. Donc, comment faire bouger ça? C'est pas simple. En tout cas, il faut déjà... journalistes, voilà, la prise de conscience, parce que ça pourrait être un premier point. Au niveau de l'humanitaire, il y a un truc qui vraiment monte à chaque fois et de plus en plus présent, mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mais Runa Khan, la fondatrice de Friendship, l'a bien pointé. Elle me dit, mais c'est scandaleux, j'ai mis des années à former des médecins, des éducateurs, etc. Les ONG internationales arrivent, elles payent plus cher, elles prennent les meilleurs chez moi, et quand c'est les Nations Unies, bah, évidemment, on ne les revoit plus du tout, etc. Donc je dis, tu as raison, il faut qu'on fasse un article, et comme en rugby ou en foot, quand on a pris des gens dans des clubs, on paye, il y a quelque chose et tout. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il y a un pillage aussi de ces ONG nationales, par les ONG internationales, par ceux qui payent le mieux. Mais c'est vrai que les ONG internationales, voilà, déjà quand on était en Somalie, au Libéria dans les années 90, on se plaignait des Nations Unies qui nous prenaient les maisons, les meilleurs, etc. Donc ça, il y a un problème. Ça ne répond pas à votre question de la coordination, mais de l'organisation aussi après, dans la durée, des ressources et des capacités locales, quand même, qui est une réalité dont on a besoin. La coordination, effectivement, c'est compliqué. On a vu, quand on est à travers l'écran, des choses qui arrivent de la planète entière. Bon, c'était déjà le cas au moment du tsunami. Dans les catastrophes naturelles, c'est très facile d'accès. Enfin, c'est plus facile d'accès que les catastrophes, que les conflits. Donc, il y a à la fois l'intérêt de l'élan de générosité, parce qu'il y a une diversité de réponses, personne n'a de monopole, du cœur, etc. Mais oui, il y a des moments où on peut se dire, bon, qui gère quoi? Parce que ça peut aller dans tous les sens. Et ça reste une vraie question. Alors, c'est les Nations Unies avec le gouvernement qui sont là normalement pour organiser par domaine, hein, par cluster, comme on dit, les actions et les réguler et voir les priorités. Donc c'est en train de se faire. Hein.
Oui, William, tu voulais, je crois, compléter la question et peut-être qu'après, tu peux aussi répondre sur les pistes de plaidoyer et les solutions alternatives. Oui, alors la coordination, on l'a vu avec Haïti, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on constate, nous? On est présent qu'au Bangladesh et c'est vraiment un constat de terrain. L'armée a été la première à structurer les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va organiser la manière dont ces collines vont être déboisées, dont les terrains vont être répartis. Et ça s'est relativement bien passé. Nous, on peut être critique vis-à-vis du gouvernement bangladeshi, mais honnêtement, ça s'est relativement bien passé. Après, il y a des organisations internationales, notamment des Nations Unies, et là, il peut y avoir un peu de concurrence entre ces organisations-là. Le fait est aujourd'hui, c'est que sur chaque domaine, santé, éducation, etc., il y a ces clusters dont Benoît parlait, qui structurent à minima la coordination, de manière à ce qu'on ne mette pas deux cliniques qui soient au même endroit, etc., etc. Bon. Maintenant, il y a la réalité entre ONG, et là, il y a des marges de progrès assez importantes à faire. Nous, on n'a aucun enjeu, parce qu'on n'est présent que au Bangladesh. Et le premier réflexe qu'on a, quand on a une clinique, c'est de regarder autour quelles sont les autres cliniques pour qu'on puisse, ce qu'on appelle, se référencer. C'est-à-dire que s'il y a des cas que nous, on ne peut pas traiter, qu'on puisse l'envoyer sur une autre clinique, et vice-versa. Et là, malheureusement, dans certains cas, ça marche très très bien, je ne citerai aucun nom, et puis dans d'autres, ça ne marche pas du tout. Parce qu'il y a la course logo, parce que... et voilà. Et ça, c'est une réalité. Ça a été relativement gommé. Il y a eu quelques cas extrêmes, et je vais faire le lien avec la question du plaidoyer. C'est qu'on a vu des structures faire des grands plaidoyers et ne rien faire sur le terrain. Donc je ne sais pas ce qui est le plus choquant ou pas. Est-ce qu'il faut du plaidoyer? Sans doute. Moi, je considère, en tout cas pour notre part, c'est pas notre rôle. On n'est pas équipé pour. On reste une ONG de taille moyenne. Et nous, le travail, on le fait sur place. Maintenant, comme c'est une crise qui va durer, je pense que probablement, il y a une réflexion à avoir. Mais là, je pense qu'on a tous nos responsabilités à influencer les structures ou les ONG qu'on représente ou que vous financez pour pousser à ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, le fait est que sur le terrain, c'est loin d'être optimal. Et je pense qu'il y a certaines ONG qui ont les moyens de faire les choses de manière plus efficace de ce point de vue-là. Mais je suis complètement d'accord avec vous, il y a d'énormes marges de progrès à faire. Et parfois, on se dit que les leçons de Haïti n'ont pas été pleinement tirées. Juste sur le choléra, ça a été d'une efficacité redoutable ce que le gouvernement a fait avec l'experte du choléra. Et honnêtement, quand moi j'y suis allé au mois d'octobre, je veux dire, c'était la crise annoncée. Elle n'a pas eu lieu pour l'instant. Et je crois que ça a été vraiment d'une efficacité extrêmement, extrêmement forte et qu'on peut saluer là, parce que la situation aurait pu être assez dramatique de ce point de vue-là. Il y a un point, alors, pardon, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, la question du rapatriement des Rohingyas sur place. Je sais qu'on l'a rapidement évoqué, juste une remarque là-dessus. Ils ont peur. C'est-à-dire que nous, on a une partie de nos équipes qui vont dans les baraquements pour comprendre leurs besoins en termes de santé. On a des portes fermées parce qu'ils ont peur qu'on fasse un recensement qui ensuite les oblige à retourner au pays. Je ferme la parenthèse, c'était un petit peu entre les lignes des questions, mais c'est vraiment un point très sensible et qui en dit long sur la pérennité de la situation. Ça ne va pas se résoudre dans les semaines qui viennent, ne serait-ce que pour ce facteur-là. Pardon, ce n'était pas dans les questions de départ, mais... Non, mais... Frédéric, est-ce que tu peux répondre aux autres questions qui, là, portaient plus sur peut-être le contexte birman? Et je vous demanderai aussi de ne pas oublier la question sur les trafics humains. Alors, c'est vrai qu'on l'a tous un petit peu abordé, donc je ne sais pas si vous avez tous peut-être un petit mot à dire à la fin sur cette question, ou Frédéric, toi qui connais aussi très bien la région... Je peux partir là-dessus. Hélas, j'ai pas la réponse. S'il s'agissait du Kachin, je sais ce qui se passe avec des jeunes femmes Kachin qui n'ont pas l'habitude en fait de voyager, à qui on promet des boulots sur la frontière et qui se retrouvent soit dans des bordels, soit mariés de force à des Chinois qui cherchent des femmes, éventuellement très très loin à l'intérieur, enfin très très loin des frontières de la Chine et de la Birmanie, mais là c'est un cas tout à fait différent et j'avoue que je ne sais pas, peut-être que... Alors, humblement,
je pense qu'on manque de recul aujourd'hui pour avoir une réponse très claire sur la situation. On voit des chiffres se balader, mais il n'y a rien de consolidé. Et moi, j'ai qu'un feedback de la part des équipes. Je pense que c'est le cas de la plupart des ONG. Parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Et qu'avec ce volume-là de personnes, c'est quand même très compliqué d'avoir des données fiables. Ce qu'on sait, c'est que oui, il y a du trafic. Il y a du trafic humain, prostitution, travail forcé. Il y a du trafic avec les gamins. On sait qu'il y a certaines techniques où on leur prend leur papier. En fait, on les rend extrêmement vulnérables. J'ai aussi entendu parler de trafic de drogue qui est en recrudescence extrêmement forte dans les camps. Et donc, on recrute dans les camps. Et tout ce trafic-là, a priori, on a trouvé des cas, y compris autour de Cox's Bazar, mais dans les pays limitrophes. Voilà, donc à ce stade, pas de chiffres précis, en tout cas de notre côté. Et tout ce qui a été dit nous ont été rapportés par les équipes. On imagine bien que dans un camp de 1 million de personnes, ou presque, c'est d'une certaine manière pas inéluctable, mais on l'a toujours constaté, et je pense que Benoît en parlerait mieux que moi. Et donc c'est là, et il faut le traiter. À ce stade, on a peu d'armes, en tout cas nous, ONG, à part le fait de prévenir, de sensibiliser dans toutes les structures où on anime, où on est en contact avec les plus vulnérables d'entre eux. Cette question est très délicate. Il y a une unité spéciale à Interpol qui travaille avec des correspondants dans différents pays. Quand il y a eu, on parlait d'Haïti, quand il y a eu Haïti, mais c'est vrai dans tous les conflits, dans tous les pays, c'est difficile d'avoir des données. Il y a ECMID, je crois, une grosse organisation, Missing Children, Exploited Children. On manque de données, objectivement, mais bien entendu, malheureusement, ça existe à un niveau assez fort, important, que ce soit pour les trafics d'organes, que ce soit pour les trafics d'êtres humains. En Haïti, après le séisme, c'était notamment pour la convenance de personnes dans des trafics de gamins qui sont vendus. Et une journaliste suisse enquêtait là-dessus, on l'a retrouvée découpée en morceaux dans un fossé. C'est-à-dire que ceux qui s'approchent de ces genres de trafic le payent très très cher, c'est très compliqué. Tout ce que je peux dire, voilà, parce que à Lyon, il y a le siège mondial d'Interpol et qu'on a parfois des contacts, mais c'est comme aussi quand vous touchez aux faux médicaments, tout ce qui est faux et qui produit du cash, gros volume. C'est dur d'en approcher, bon, malheureusement. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent travailler dessus, des thèses. Alors là, on n'est pas à l'échelle d'une thèse, mais en tout cas, c'est vrai que je vais déconseiller fortement à mon étudiante d'aller investiguer plus amont sur ça. Frédéric, est-ce que tu peux... Alors, sur le reste, en espérant ne pas oublier de répondre à tout. Alors, il y a la dimension régionale, hein, vous en parliez, il y a cette histoire, effectivement, de la destruction des Bouddhas d'Afghanistan. C'est effectivement une chose qu'on lit, c'est même une chose que j'ai entendue, mais alors si ce qu'on entend sur place, en fait, quand on discute avec des Birmans, et parfois c'est surprenant, en fait, quand on voit les profils des Birmans, c'est-à-dire que vous avez aussi ces discussions avec des gens avec qui vous ne devriez pas. C'est des endroits où on se dit qu'il y a de la tolérance. Il y a quand même des individus tolérants, mais aux endroits où, a priori, on est quasi sûr d'en trouver, elle n'est pas unanime, en fait. Et ce dont parlent facilement les gens, en fait, c'est l'Indonésie. On entend ce discours qui est « on ne veut pas que notre pays bouddhiste devienne musulman comme l'Indonésie ». Après, donc, il y a le contexte régional. Vous le mentionniez. Ce contexte régional, il y a des radicalisations, effectivement, bouddhistes un peu partout, et particulièrement au Sri Lanka et en Birmanie. C'est là que c'est le plus net. Même s'il y a aussi des phénomènes comme ça qu'on peut observer en Thaïlande, dans une moindre mesure. Mais il me semble qu'il y a aussi en fait, des phénomènes de radicalisation musulmans dans le même temps en Indonésie ou en Malaisie. Donc je pense que c'est en fait le climat global dans la région qui n'est pas rassurant, en fait, au-delà de l'appartenance à une religion ou à une autre. Pour en revenir au contexte birman, je le disais à l'instant, le contexte... si des solutions doivent venir, très honnêtement, ça viendra peut-être pas de la population birmane, pas facilement. Alors évidemment, je dis la population birmane, après il faut distinguer entre les gens, mais enfin, 2-3 éléments qui peut-être pourront être éclairants et j'en reviens à l'histoire des viols dont on parlait. Violer l'autre, c'est prendre possession de son corps, évidemment, par définition, mais ça veut dire aussi que pour l'armée birmane qui pratique le viol depuis toujours, enfin depuis que... c'est vous êtes birman, d'ethnie birmane, vous vous accaparez en fait le corps d'une Karen, vous la birmanisez.
Et c'est la même chose, vous êtes une armée bouddhiste, puisque ce sont tous ou quasiment des bouddhistes. Vous violez une femme musulmane, vous la faites bouddhiste. Donc il y a cette dimension-là d'extrême violence qui reflète quelque chose qui, hélas, dépasse l'armée, en fait. Il y a une espèce d'obsession, en fait, en Birmanie, où il faut sauver la race, il faut sauver la religion, c'est la même chose, il y a un amalgame complet entre race et religion, c'est la même chose. Et dans ce contexte-là, vous pouvez tomber même sur des gens qui pourraient être de bonne foi, etc., mais ils ont baigné dans ce bain-là, ils ont baigné dans... les critiques internationales n'aident pas trop, souvent, parce qu'il y a eu, depuis des décennies, en fait, la dictature militaire a asséné à sa population le fait que la Birmanie était perpétuellement menacée par des puissances coloniales qui ne demandaient qu'à à nouveau mettre la main sur le pays. Donc les critiques de l'étranger, on ne va pas les écouter. Il y a une obsession de l'envahissement qui est aussi liée à ça. Et si vous parlez à des gens qui sont un peu de bonne foi, disons, de toute façon, ils ont grandi là-dedans, ils ont été éduqués avec une éducation, on apprend tout par cœur et l'esprit critique n'existe quasiment pas. Depuis quelques années, le début d'ouverture politique limitée, dont il faudrait dire beaucoup de choses, il y a un développement en fait, des médias qui s'avèrent, même les médias qui ont lutté pour la démocratie, s'avèrent quasiment tous affreux. Dès qu'on parle en fait, des musulmans et plus particulièrement des Rohingyas, ça devient des médias d'extrême droite, tellement des choses sont ancrées. Et puis, il y a le développement des réseaux sociaux. Et en fait, Internet se résume à peu près en Birmanie à Facebook. Les gens ne savent pas souvent qu'en fait, Internet, ça peut être autre chose que Facebook. Et les posts sur Facebook, qui sont quasiment tous haineux, qui disent tous la même chose, puisque les gens sont tous dans le même bain, sont pris pour des informations. Donc, vous avez comme ça un climat qui est quand même difficile à déminer. Et je le disais, il y a des endroits où vous pensez, par rapport à la question aussi de la LND et la société civile, peut-être que je n'ai pas bien compris la question, mais si la question était « peut-on compter sur la société civile face aux doutes qu'on a sur la LND ?» Doute légitime, je n'ai pas eu le temps de développer avec toutes les nuances cette question. Ça ne va pas être facile parce que je vais donner 2-3 exemples en fait, de mon dernier séjour. Je me retrouve à Generation Wave, c'est une association en fait, militante bien connue, avec un type qui est absolument parfait à sa tête, et il me dit, même ici, Fred, même ici, on a ces discussions sur les Rohingyas. C'est vraiment l'un des derniers endroits où j'aurais dû trouver ça. La DVB, un Democratic Voice of Burma, un média qui a lutté des années de façon underground, en prenant les plus grands risques, en informant sur la situation réelle du pays, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Des journalistes qui ont été emprisonnés, torturés, des gens qui se sont battus en disant démocratie, droits de l'homme, etc. Je discute avec un type de la DVB, il me dit Wiratu, le moine extrémiste dont on a parlé un peu partout sur la planète depuis quelques années, dit Wiratu, il allait trop loin, mais dans le fond, il n'avait pas tort. Il faut qu'on se défende, etc. Donc même à des endroits comme ça, où une jeune birmane qui fréquente beaucoup d'étrangers, d'expatriés, qui est assez ouverte, qui est même ouverte sur des questions comme les questions LGBT, ce qui est quand même assez rare en Birmanie. Donc là, vous avez affaire à une personne tout à fait ouverte, mais sur la question des Rohingyas, ça coince. Donc on a vraiment un climat, et dans la société civile, à des endroits où on ne devrait pas, on trouve ça. L'un des leaders étudiants des manifestations très importantes dans l'histoire récente du pays pour la démocratie 1988, donc ce mouvement démocratique qui a fait émerger la figure d'Aung San Suu Kyi, après Aung San Suu Kyi, en gros, les deux principaux leaders de ce mouvement pour la démocratie, c'était deux leaders étudiants, Min Koneng, qui est déjà pas terrible là-dessus, et Kokotji, qui est un malade mental, mais quand il se trouve en présence de quelqu'un qui est basané, il imagine automatiquement qu'il est musulman, il se met à trembler. Et ce type-là compte se présenter à la présidence... ce n'est pas des présidentielles en Birmanie, mais il compte participer aux prochaines législatives, espérant pouvoir devenir le président du pays. Donc, au milieu de ça, il y a des gens que je connais très bien et qui résistent, mais il n'y a pas une organisation, quasiment, même les plus sûres, où vous ne trouvez pas ce problème profondément ancré. Donc, ce n'est pas très rassurant. Merci Frédéric. Alors, je vois une dernière main, donc on n'est pas très en avance. Donc, bon, si vos questions sont vraiment... courte et rapide, on va les prendre. Alors l'horloge avance un petit peu, donc en plus ça vous donne l'impression qu'il est plus tard que ce qu'il n'est. En réalité, il est même pas 20h10, donc je vous propose qu'on prenne quand même cette dernière question. Question courte, s'il vous plaît, réponse courte de la part des intervenants également. Et voilà, je vous remercie.
Bonsoir. Passer les micros. Pardon, Vincent Soriot, Radio France Internationale. J'ai une question à propos des sanctions. On sait que les sanctions visant la Birmanie ont été levées par l'Union européenne en 2013, par les États-Unis en 2016 après la visite d'Aung San Suu Kyi à Washington par Barack Obama. Est-ce que, à votre avis, l'influence de la communauté internationale aujourd'hui peut peser sur le gouvernement et sur les agissements d'Aung San Suu Kyi? Et est-ce qu'à votre connaissance, ces derniers mois, elle a eu des inflexions dans son discours vis-à-vis des Rohingyas, où on se trouve vraiment face à un blocage définitif? Dans le cas d'Aung San Suu Kyi, on ne sait pas forcément ce qu'elle pense réellement. Il y a des raisons de penser qu'elle ne peut pas confronter l'armée. C'est ce que je n'ai pas eu le temps ou pris le temps de dire tout à l'heure. Il y a quand même un contexte que je rappelle et que je pense que vous connaissez, mais elle n'a pas toutes les questions en fait, de souveraineté nationale, de sécurité, etc. De par la Constitution, reviennent à l'armée. Le gouvernement civil n'a pas le mot là-dessus. Et plusieurs ministres en fait, échappent au contrôle du gouvernement civil. Donc Aung San Suu Kyi a en fait un pouvoir très limité. C'est là que les militaires ont été très malins. Ils voulaient revenir dans la communauté des nations, ils voulaient en fait se débarrasser des sanctions occidentales qui les ennuyaient à la marge, mais qui les ennuyaient tout de même et qui les humiliaient. Et puis il y avait des effets indirects de ces sanctions. C'est vrai que les sanctions de l'Union européenne ou des États-Unis par elles-mêmes ne pouvaient pas faire tomber le régime, mais il y avait, comme ce qu'on a appelé le climat des sanctions. Ça voulait dire aussi que tant que le régime ne ferait pas un geste vers Aung San Suu Kyi, le FMI ne consentirait pas de prêt en Birmanie. Donc il y avait tout ce contexte. Elle est devenue l'idiot utile de l'armée, ce que vous êtes alors, en train de dire. toute la question, c'est de savoir si Aung San Suu Kyi, d'abord, ne s'est pas droitisé, parce qu'une personne peut être tout à fait... suivant les situations, il y a des personnes qui changent. Donc, en fait, il y a des vraies questions là-dessus. Mais à supposer, en fait, qu'elle est dans l'idée de faire au mieux en fait, pour améliorer la situation de Rohingya, ce n'est pas forcément à éliminer. C'est vrai que ça marche de manœuvre étroite et qu'on se demande si elle peut être plus que le bouclier du régime. Actuellement, il y a des puissances qui critiqueraient sans doute plus vertement l'armée birmane s'ils ne craignaient pas que les critiques contre l'armée birmane, finalement, par rebond, se retournent contre Aung San Suu Kyi. C'est-à-dire que l'armée s'en prenne à Aung San Suu Kyi. Et comme ça reste la meilleure carte à jouer, une carte incertaine, mais ça reste la meilleure carte à jouer dans le climat actuel, avec toutes les questions qu'on se pose, avec tous les doutes qu'on a. Voilà, on est dans une situation très fragile. Les sanctions aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte qu'avant. Refaire des sanctions, il y a peu de mesures qui peuvent être mises en place par les Occidentaux, qui sont les seuls à souhaiter éventuellement faire ça. Et honnêtement, il y a le risque de se couper, de remettre la Birmanie dans le giron chinois, pour aller vite, ce qui n'améliorerait pas la situation. Donc moi, j'ai, de par mes activités passées, soutenu les sanctions dans un contexte donné. Aujourd'hui, j'en vois pas l'efficacité, ou je crains que l'efficacité soit mesurée, même s'il est important de poser des gestes symboliques aussi par moment. Par contre, il y a quelque chose qui a étudié, et là, ce sera un peu long à développer ici, mais il me semble que le régime, que les militaires ont toujours eu peur de se retrouver devant la justice pour les crimes qu'ils ont commis. Ça, c'est une espèce de chose très récurrente, et donc ça, c'est très intéressant. Tout ce qui est de l'ordre de la Cour pénale internationale, ça peut vraiment, à mon sens, les inquiéter. Ça les a toujours inquiétés. Une des premières choses qu'a dit Aung San Suu Kyi quand elle a intégré cette nouvelle situation de cohabitation avec l'armée, c'est qu'il n'y aura pas de procès de type Nuremberg. Parce qu'il y a eu des précédents, des malentendus, et donc c'est l'un des premiers trucs qu'elle a dit, parce qu'elle sait qu'ils sont très sensibles à ça. Donc là, il y a certainement des choses à opérer, avec une tactique fine, bien sûr. Il ne s'agit pas de... Mais là, il y a peut-être des leviers. Merci. Bonjour, moi je voulais pas poser une question, mais offrir peut-être un point de vue un peu alternatif en parlant d'économie. D'abord, le premier point. D'abord, je pense que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un plan qui est parfaitement bien planifié par les militaires birmans depuis plus de 10 ans. Je pense qu'il faut rappeler aussi que la Birmanie est même si les gens sont pauvres, c'est un pays immensément riche. Je suis à titre privé ici, et disons que je connais bien la Birmanie, mais pas forcément du côté de la NLD. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Vous conseillez le gouvernement birman ? Donc j'ai été impliqué avec le gouvernement birman, oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je voulais te dire un petit peu les... Alors je prends d'abord l'aspect économique extrêmement important. Il y a à peu près 60 milliards de dollars par an entre le trafic de jade, de Kachin vers de la drogue bien sûr, et du tech. Et tout ça, ça ne va pas dans les poches des gens, ça va dans les poches d'environ une vingtaine de cronies. 20-25, on peut...
Hein, c'est à peu près. Hein Non, les Cronies, les hommes d'affaires proches du pareil, régime. c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Hein. Mais ils sont très proches, oui. Je crois que depuis 2010, il y a une volonté extrêmement forte des militaires, donc du SLORC, à cachériser tout ça, à blanchir l'argent. Parce qu'on parle beaucoup de choses très intéressantes, mais c'est une question d'argent principalement. Et c'est pour ça que le Tan Shwe est parti, il vit d'ailleurs très bien. Et ils ont utilisé en fait Aung San Suu Kyi, c'est très triste à dire, et je sais que ça peut choquer terriblement ce que je vais dire ici, mais c'est planifié. Ils ont utilisé Aung San Suu Kyi de manière à attirer en fait les investisseurs occidentaux. Évidemment, la partie culminante, ça a été le lever des sanctions. Ce qui a permis d'exporter les capitaux dans deux pays, la Thaïlande et Singapour. Il faut savoir qu'une des principales banques de Singapour, l'UOB, est aux mains de la jeune birmane. C'est même pas qu'ils ont des intérêts, non, ils la possèdent via des familles. Il faut savoir aussi que le chef d'état-major de l'armée birmane, je suis un peu surpris qu'on n'en ait pas parlé aujourd'hui, M. Myan Olin, est le neveu du chef d'état-major de l'armée thaïlandaise. Ça permet des tas de choses et ils s'en privent pas. Je pense maintenant, le but, on est dans la phase de neutralisation du gouvernement civil et de décrédibilisation de Aung San Suu Kyi, ce qui est fait. Parce qu'en fait, ce que la population birmane reproche à Aung San Suu Kyi, c'est, moi j'ai entendu, c'est les maigres critiques, pardon, les maigres marques de sympathie qu'il y a eu vers les Rohingyas lui ont été reprochées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pourtant, elle n'a pas été extraordinairement... C'était d'une timidité totale. Je pense que l'armée était détestée. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'armée est au plus haut. Je ne vais pas dire dans les sondages qu'il n'y en a pas, mais l'image de marque de l'armée est remarquablement en hausse. Simplement, elle est remontée parce qu'elle débarrasse la Birmanie des Rohingyas, dont personne ne veut. Alors quand j'entends parler de retour des Rohingyas en Birmanie, ça ne se fera pas. Ça ne se fera jamais. Je pourrais donner des anecdotes, j'ai vu. Et je pense qu'en fait, ce qu'on va revoir maintenant, c'est une reprise en main extrêmement forte de la part de l'armée. C'est pas non plus anodin que la guérilla Kachin est en train d'être anéantie, avec d'ailleurs l'aide de l'armée russe. Les Shan, les Tan, tout ça, c'est en train d'être réglé assez rapidement. Et je pense, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est l'aboutissement d'un plan extraordinairement bien planifié depuis une dizaine d'années. Les relations économiques avec la Chine sont considérables. Et je crois qu'il y a deux pays qui sont en train de reprendre la main sur la Birmanie. D'ailleurs, on revient à l'histoire, c'est la Chine et l'Inde, tout simplement. Merci. Pardon si les propos que je tiens sont un peu... C'est pas un jugement de valeur, je fais, hein, mais c'est pour dire que finalement, tout ça, c'est le fait aussi que les voies d'exportation du gaz passent pas trop loin, on va dire, des endroits où les Rohingyas sont partis, font qu'ils ne reviendront jamais. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas la peine de penser que les Rohingyas reviendront, ils ne reviendront pas. Et je pense que la crise humanitaire au Bangladesh est considérable. Alors, un dernier truc, c'est la tendresse de l'armée Bangladesh. Très rapidement, monsieur, s'il vous plaît, parce qu'on commence vraiment à être très en retard. Je vais simplement dire que la tendresse de l'armée Bangladesh n'est pas tout à fait désintéressée aussi, avec l'utilisation de l'argent de l'ONU, ce qui est très bien d'ailleurs, tout ça permet d'aider. Merci. Juste, alors, on a un peu coupé la parole tout à l'heure à Benoît, qui voulait peut-être revenir très rapidement. Oui, c'était au passage pour dire que, puisque vous posez des questions avec du recul, pour moi, les sanctions, c'est toujours le peuple qui en pâtit le premier, malheureusement. Donc, d'une façon générale, l'Irak, tous ces pays, l'Iran aujourd'hui, tout ça, il faut cibler avant tout les dirigeants, les toucher au porte-monnaie et éventuellement sur les jugements, parce que le peuple souffre sinon et souvent de cet aspect-là. Là, je voudrais juste préciser que les sanctions de l'époque que soulevait monsieur n'étaient pas un embargo à l'irakienne. Oui, après, il y a des mesures, je disais d'une façon générale, et c'est vrai que je me souviens de la campagne 1996, visite Myanmar, ça a commencé comme ça, vous vous souvenez, visite Myanmar, puis après l'adhésion à l'ASEAN, etc. Mais on voit d'autres pays, on voit d'autres pays où on normalise tout. Qu'est-ce qui compte relisez des livres comme L'économie des guerres civiles. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est l'économie de certaines personnes qui partagent pas, point barre. Et d'ailleurs, on vous met de l'ethnie, de la religion, on habille ça, on sait faire bouger ceux qui sont sensibles à ça, mais qu'est-ce qui manipule? C'est l'argent et la violence. Merci. Alors, comme monsieur a déjà le micro en main, je vais lui laisser poser sa question. Ce sera malheureusement la dernière. Pour ceux qui avaient aussi des questions, vous aurez toujours la possibilité de les poser aux intervenants, mais là, il va vraiment falloir qu'on libère la salle. Je suis désolée. Donc, monsieur, posez votre question. Elle est très simple. Que pèse l'armée du salut Rohingya? Larsa. Oui. Redemption, c'est ça
Ils ont changé de nom, en fait. Rohingya, Ils ont l'armée Army. du salut. Mais en fait, ils ont changé de nom. Ils avaient un nom qui était plus religieux au départ, et puis ils en ont changé pour un nom un peu plus passe-partout, un peu plus. Mais alors, ce qu'ils pèsent, c'est difficile d'avoir une réponse absolument certaine. Mais en fait, ils sont quand même assez peu parmi la population Rohingya qui a fui, évidemment. En fait, ça reste un petit groupe, mais on s'interroge sur les connexions ou non-connexions de ce groupe à des mouvements extérieurs. Alors les services secrets indiens et pakistanais vous disent qu'ils sont liés à des mouvements djihadistes, mais enfin, c'est les services secrets indiens et pakistanais. Ils ont peut-être leur intérêt aussi à dire ça. Donc, on ne sait pas très bien, en fait, ce que sont les motivations de l'ARSA. C'est vraiment une question qui reste. Il y a une manipulation aussi autour de ça, parce que ceux qui veulent en découdre ont intérêt à ce que l'ARSA, quelque part, existe, pour mieux les avoir en face et les cogner et faire disparaître. On voit ça dans tout le pays en conflit, donc c'est par-dessous, certains manipulent pour qu'ils tiennent debout, au moins on les dégomme. C'est le prétexte du nettoyage. On les aura pas en face dans la démocratie, dans l'élection. Il me semble, alors là, il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'ils sont quelques milliers. Enfin, c'est vraiment pas une masse de monde à l'heure actuelle. Je vous remercie. On va conclure là-dessus. Je vous rappelle juste, alors pour ceux qui veulent en savoir davantage sur justement cette armée et Aung San Suu Kyi vis-à-vis des Rohingyas, je vous le disais au départ, Frédéric de Bomy vient de sortir un livre qui s'appelle Aung San Suu Kyi, l'armée et les Rohingyas. Vous aurez plein d'informations pour en savoir plus sur ce sujet en consultant l'ouvrage. Et pour ceux qui sont aussi intéressés pour en savoir davantage sur les activités de Friendship, que ce soit au Bangladesh de manière générale ou dans les camps de Rohingyas plus spécifiquement, ils ont un site internet qui recense toutes leurs activités. Et je crois qu'il y a une représentante de Friendship qui est aussi là avec des petits prospectus si certains veulent repartir avec à la fin. Merci à tous pour votre venue en tout cas.